Alors, je n'ai pas l'heure exacte, mais je pense qu'il est à peu près l'heure de démarrer. Donc, vous êtes déjà assez nombreux. Je vous remercie de rejoindre ce webinaire consacré, alors qui est un extrait évidemment de tout ce qu'on peut rencontrer dans les processus de vente complexes pour les éditeurs de logiciels. Donc, on va essayer de consacrer une petite demi-heure sur des slides pour essayer d'évoquer ce qu'est la valeur ajoutée d'un commercial en vente complexe. Bien, donc n'hésitez pas si vous avez des soucis de connexion, de son, de m'en faire part. A priori, je n'ai pas de remarques sur le chat, donc on va pouvoir démarrer. Bien. Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire. Donc, je démarre à l'instant. Donc, très rapidement, ce webinaire consacré donc, à la valeur ajoutée est en fait le moyen d'essayer de comprendre comment, dans le processus commercial, dans votre attitude, dans votre capacité de travail, vous pouvez essayer de dépasser un petit peu les normes habituelles, c'est-à-dire de travailler un petit peu comme vous le faites aujourd'hui en se posant juste des questions et d'amener un petit peu de réflexion dans la façon dont on peut concevoir le processus de vente avec son client et essayer d'être considéré peut-être un petit peu différemment que simplement un vendeur de solutions. Donc là, volontairement, je casse le sujet. Voilà. Alors, ce qu'on dit, c'est que comprendre sa valeur ajoutée, c'est aller au-delà de la demande client et de l'expression de son besoin. L'objectif n'est pas de répondre à une demande, mais de bien comprendre un ensemble de choses, un environnement, un contexte pour essayer de dépasser la simple vente de solutions. Donc, ce webinaire, il sera consacré aux idées nouvelles qui vont permettre de structurer un projet et de faire émerger de votre part une vraie valeur ajoutée pour votre action commerciale. Donc, dans l'agenda, nous allons parcourir pour quelles raisons il y a, quel est le contexte et l'évolution des projets aujourd'hui en matière commerciale pour les éditeurs de logiciels. On verra quelle est la face cachée de cette vente complexe. Bien sûr, on ne pourra pas rentrer dans le détail trop des sujets, mais ça sera déjà très intéressant de les comprendre. Et puis, on va essayer de s'arrêter à ce qu'attendent vos clients et puis d'en faire un résumé. Voilà, donc a priori, tout le monde est bien connecté. Je vous remercie encore. Là, vous êtes assez nombreux et ça me fait plaisir qu'on puisse passer une petite demi-heure ensemble sur le sujet. Donc, premier constat, les entreprises ont un véritable besoin d'accompagnement et d'expertise. Donc, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, trouver un éditeur et une solution, ce n'est pas forcément très difficile. Il en existe suffisamment sur le marché. Mais on s'aperçoit quand même que les entreprises deviennent plus exigeantes et demandent un vrai besoin d'accompagnement et d'expertise de votre part. C'est-à-dire que globalement, ils ne veulent pas simplement acheter une solution, mais bien sûr, être certain qu'ils auront des bons chefs de projet, que vous aurez une capacité à les accompagner tout au long de l'évolution de leur logiciel et que comme on n'achète pas un logiciel ou une solution simplement pour quelques mois ou quelques années, en général, les accompagner le plus loin possible en fonction de l'évolution de leur activité, bien sûr, mais également de la législation, par exemple. Et donc, cette expertise, on verra qu'elle est fondamentale dans la compréhension que peut avoir votre client, dans la considération qu'il peut avoir pour l'éditeur que vous représentez. Deuxième constat, les attentes sont plus complexes. Elles sont aussi devenues plus sensibles, c'est-à-dire que les clients ne veulent pas simplement avoir un outil qui en remplace un autre, mais on va peut-être toucher les organisations, toucher des aspects de management, toucher également des domaines des ressources humaines, et donc ça va devenir plus sensible. Et pourquoi ça devient plus sensible? Eh bien, parce qu'on voit aujourd'hui que certaines décisions peuvent impacter assez largement leur organisation. Quand on est impacté, c'est à la fois sur le plan organisationnel, opérationnel, mais également dans les choix. On sait aujourd'hui que certaines applications peuvent amener des contraintes, voire au contraire des processus de flux qui vont faciliter les échanges de l'entreprise et faciliter les échanges également avec les partenaires de l'entreprise ou les clients de l'entreprise. Donc, vraiment, c'est très, très sensible. Je pense que les clients sont très demandeurs d'évolution et aujourd'hui, ils demandent beaucoup plus que le simple fonctionnalité de base.
Ensuite, on dit que le Phygital a modifié assez considérablement le processus commercial. Qu'est-ce que c'est que le Phygital? C'est un peu le mix entre la présence physique, la présence téléphonique, mais également le digital. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Vous communiquez au travers de profils LinkedIn, vous, vos clients, même les entreprises de vos clients. Et par conséquent, ce mixte-là amène des comportements différents. Beaucoup d'entre vous font notamment des webconf, font des webinars, font des actions sur les réseaux sociaux et vont distribuer du contenu sur différents canaux de communication. Donc, cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle façon de communiquer, bien entendu, modifie la perception que peuvent avoir vos clients de vous et de votre entreprise. Ensuite, on s'aperçoit que les commerciaux aujourd'hui doivent non seulement pouvoir répondre à des besoins, à une problématique existante dans l'entreprise, accompagner leurs clients, mais également prouver la rentabilité de leur offre. Donc ça, c'est quelque chose je vous encourage à bien travailler. Parfois, le ROI est assez facilement démontrable, parfois c'est beaucoup plus complexe. Il est difficile de démontrer, par exemple, une optimisation d'un processus quelconque dans l'entreprise, à moins d'avoir des éléments factuels qui vont vous permettre de vous baser sur des cas d'usage, par exemple, ou sur le cas de votre client. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour prouver la rentabilité, et pas au sens simplement financier, au sens timing, au sens qualité du delivery, qualité des échanges, capacité à avoir un contrôle sur éventuellement les process de l'entreprise ou les implications de votre logiciel, ce sont des mesures de rentabilité et donc qui vont affecter la capacité de l'entreprise à faire de la croissance. Voilà, donc ça c'est un premier constat. Face à ce constat, il faut aussi se dire qu'il y a un contexte qui a pas mal évolué et ce contexte va nous amener à nous poser un certain nombre de questions. Alors, premier élément, c'est qu'on s'aperçoit que la réussite commerciale principalement, mais on pourrait parler de la réussite technologique, ou R&D même, des éditeurs a profondément changé. Ce modèle a changé, pourquoi? Parce que les rapports ont changé, les exigences ont évolué, les comportements ont changé également, et aujourd'hui, on va dire que l'outil informatique et le logiciel en particulier sont partie prenante de la capacité de l'entreprise à délivrer un service ou un produit. Donc, effectivement, notre modèle de réussite, c'est prouver ce qu'on est capable d'avancer et donc prouver la valeur de votre offre. Donc ça, c'est quelque chose que nous voyons assez régulièrement avec les éditeurs, c'est qu'effectivement, comprendre son offre, c'est comprendre en quoi elle est capable, par exemple, de régler un ou plusieurs problèmes dans l'entreprise et les conséquences de ce problème. Dans cet environnement, ce nouvel environnement, le commercial doit forcément s'adapter et modifier sa vision du processus de vente. Clairement, aujourd'hui, un processus de vente, il a un début, une fin. En général, le début, c'est le lead. La fin, c'est le closing, mais pas que. Au-delà du closing, il y a ce que l'on va faire en termes d'accompagnement du client et éventuellement ce qu'on va pouvoir faire pour aller chercher de nouveaux clients en s'appuyant sur, par exemple, un cas d'usage ou un témoignage client. Ensuite, on s'aperçoit que les clients achètent davantage au commercial qui entretient des relations lucides sur les défis de leur entreprise. Alors, je m'explique un peu dans le détail. En clair, un commercial qui va travailler sur sa capacité en fait à bien comprendre les problématiques de l'entreprise, à connaître le contexte de cette entreprise, son marché, ses partenaires, ses compétiteurs, c'est quand même un niveau de fonctionnement qui est intéressant et qui plaît toujours aux clients. Donc, si l'entreprise que vous convoitez, que vous démarchez, a des défis, a des enjeux importants, évoquer les enjeux de cette entreprise avec le client permet d'élever un petit peu le débat et surtout de se projeter dans les années qui viennent en termes d'évolution de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Donc, la solution n'est pas simplement les moyens de régler un problème, elle est aussi le moyen de positionner l'entreprise sur une évolution de son marché. C'est en cela qu'on appelle des relations lucides, c'est-à-dire quels sont les défis et les enjeux qui sont devant vous avec votre client. Ensuite, la vente de produits et même de logiciels, ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt une vente de solutions, qui est quand même un sens beaucoup plus large, a remplacé la vente de produits. Aujourd'hui, le produit logiciel n'est qu'un outil fonctionnel et même s'il a évidemment beaucoup d'importance, la solution, c'est aussi
tout ce qu'il est capable d'emmener avec lui en termes d'information, en termes de capacité de traitement, mais également sa capacité à s'adapter au contexte de l'entreprise. Donc, la solution, c'est aussi vous, c'est aussi toute l'équipe et c'est aussi, bien entendu, les capacités qu'a l'entreprise à délivrer un accompagnement, un service. Et à comprendre, bien sûr, le contexte de son client. Hein. Voilà. Alors, la performance technique, au milieu de tout ça, eh bien, elle n'est plus tellement au goût du jour. Alors, à part sur quelques outils bien précis qui vont mesurer des performances en termes de requêtes ou en termes d'IA, par exemple, n'oublions pas que ce qui intéresse d'abord nos clients, ce sont les bénéfices qu'elles apportent et qu'elles procurent, on dit. Hein. Donc, la performance technique n'est que le moyen d'aller chercher une valeur ajoutée, un bénéfice dans le cadre du business de votre entreprise, de l'entreprise client. Donc, c'est vraiment un point important. Savoir faire beaucoup de choses, c'est bien, mais savoir à qui elle peut le servir et comment elles vont régler un certain nombre d'axes d'amélioration dans l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus important. Donc, parlons de bénéfices plus que de technique. Voilà, donc ça, c'est un contexte qui évolue en permanence, mais on va dire que ce sont des grandes tendances et que dans ces grandes tendances, il faut que le commercial puisse se positionner vis-à-vis de son client, vis-à-vis de l'entreprise qu'il a en face de lui pour effectivement aller au-delà de la simple solution. Alors, ce qu'on constate d'une manière générale hein, sur des statistiques qui ont été faites auprès des éditeurs, c'est que les clients achètent quand même 4 fois plus aux commerciaux qui sont capables d'amener cette valeur ajoutée, c'est-à-dire cette compréhension du contexte et des défis de leur entreprise. Alors, on va voir maintenant quelle est la face cachée, justement, qu'est-ce que ça nécessite pour arriver à se positionner, et c'est ce qui va vous intéresser, je pense, plus que le reste. Qu'est-ce qui va vous intéresser? D'abord, on va, dans les attitudes du commercial, essayer de lutter. De lutter contre quoi? Bien, je vais d'abord afficher un petit peu les grandes lignes. Lutter d'abord contre les préjugés et les idées reçues. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, simplement, très souvent, on pense qu'une affaire, parce qu'elle est importante en termes de chiffre d'affaires ou de marge, elle va être longue à finaliser, à closer. Non, en réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de lien entre l'importance de chiffre d'affaires, la taille de l'affaire et le délai du cycle de vente. De même, on pourrait avoir une petite affaire qui est extrêmement complexe, qui ne représente pas forcément un enjeu colossal en termes de chiffre d'affaires, mais pour lequel le processus de vente va être relativement long. On va avoir un cycle allongé du fait de la complexité de cette affaire. Donc, lorsqu'on est en face d'un client, ne préjugeons pas, si vous voulez, de la durée habituelle que vous avez sur vos affaires. On peut, et vous l'avez tous vécu, je pense, arriver à closer une affaire assez rapidement, comme on peut arriver à ne pas closer une affaire relativement simple, qui paraît simple du moins au départ. Donc ça, c'est, on va dire, le positionnement psychologique du commercial. Le commercial va devoir analyser principalement quels sont les défis de l'entreprise, les enjeux, quelles sont ses contraintes, quels sont les objectifs qu'elle poursuit. Et ce n'est pas bien sûr, c'est fonction, on va dire, de la solution que vous proposez, mais chacun d'entre vous a une solution qui va amener l'entreprise à régler un certain nombre de problèmes. Et donc, il va falloir creuser. Et là, creuser, c'est identifier, réfléchir sur ce qu'on appelle la douleur de votre prospect ou de votre client. La douleur, ce sont bien sûr, on va le voir, les conséquences, les difficultés qu'il a dans son processus. Alors, ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans les services, des goulots d'étranglement, ça peut être une capacité de l'entreprise à faire face à des périodes d'activité intense, ça peut être également de l'entreprise d'arriver à aller plus rapidement atteindre ses objectifs et délivrer un service. Donc tout ça, ce sont des douleurs, des problèmes que l'entreprise rencontre. Il va falloir trouver où se situent ces douleurs. Et attention, je fais une différence relativement importante entre le besoin exprimé par vos prospects et la douleur qu'ils ont réellement en interne. Très souvent, la phase de découverte vous amène à comprendre les difficultés de votre client, les problématiques, et pas forcément les besoins. Donc, l'expression de besoin n'est pas forcément le reflet des problématiques à régler dans l'entreprise, et du moins de la priorité de ces problématiques. Donc, il va falloir à ce moment-là s'apercevoir, lorsqu'on a détecté quelles étaient les douleurs de l'entreprise, les points difficiles, les axes d'amélioration potentiels, quelles en sont les conséquences de ces douleurs. Donc, les conséquences, elles sont parfois mesurables et parfois elles ne le sont pas. Mais ce qui est plus important, c'est clairement
une entreprise qui, par exemple, n'arrive pas à tenir ses délais de livraison, quelles sont les conséquences sur sa clientèle et sur son développement. Peut-être qu'une entreprise qui connaît, qui arrive à maîtriser ses délais, voire améliorer considérablement ses délais de livraison, eh bien, va faire de la meilleure qualité. On va avoir une répercussion plus facile auprès des clients. On va réussir à conquérir de nouveaux clients pour elle, mais on va également améliorer la qualité, sa notoriété, et on va aussi peut-être au passage améliorer la capacité qu'elle a à travailler avec ses équipes de manière moins tendue, de manière plus sereine. Et donc ça, c'est aussi des choses qui sont mesurables dans certaines des entreprises clientes que vous avez. Donc les conséquences des douleurs, c'est vraiment les pénalités, les difficultés que rencontre l'entreprise en termes de conséquences et non pas simplement en termes d'expression de la douleur. J'insiste un petit peu là-dessus parce que très souvent, on s'arrête à la douleur. Oui, ok, vous avez un problème de process, un problème de delivery, un problème globalement de répartition des tâches. Eh bien, quelles en sont les conséquences pour l'entreprise? Et est-ce que ces conséquences, on va pouvoir réellement les mesurer pour pouvoir les réduire, voire les supprimer? Pour cela, la valeur ajoutée du commercial, ça sera justement d'essayer de déplacer le terrain de jeu vers un projet différent que la vision initiale de son client. En clair, le client, s'il vous questionne sur un besoin, il est probable que derrière, il y ait d'autres besoins, qu'il y ait d'autres impacts. Et votre rôle en termes de valeur ajoutée, ça sera peut-être de travailler sur l'idée d'un projet plus structurant, plus global, et d'amener votre client à, bien sûr, régler la problématique qu'il a envisagée, mais également, au passage, d'avoir une vision différente de l'ensemble de son projet. Et par conséquent, peut-être que vous allez trouver de quoi déplacer le sujet de base, la vision initiale, vers une vision plus large du projet. Et tout ça vous amènera forcément à construire l'idée d'une solution différenciante. Alors, il ne s'agit pas d'aller vendre des solutions différentes à son client, mais au-delà d'être capable de répondre à son premier besoin ou à ses besoins exprimés et donc de régler les douleurs exprimées, c'est également de voir si, au passage, dans votre solution, vous pouvez amener autre chose que la simple réponse à ses besoins initiaux. Et c'est en cela qu'on peut construire une solution différenciante. L'idée de cette solution, et je parle bien de l'idée, je n'ai pas dit que vous allez devoir vendre une solution différenciante, mais l'idée d'une solution différenciante, c'est aussi le moyen pour vous de vous positionner différemment par rapport à la concurrence. Si vous restez sur l'expression du besoin et une réponse à ce besoin, vous ne vous différenciez pas. Alors que la construction d'une idée sur laquelle vous allez peut-être poursuivre dans les mois ou les années à venir avec le client sur d'autres sujets, peut-être considérer le projet avec un périmètre différent, va vous donner une image différente de celle de vos concurrents. Voilà, donc vous voyez que c'est un travail qui est un travail plutôt de fond, de contexte, et qui doit vous amener à considérer d'autres problématiques que celles qui est visible, ou de celles qui sont visibles. Voilà, donc vous voyez que ce n'est pas forcément simple comme idée, mais on peut le pratiquer et avec chaque commercial. Moi, j'ai eu l'habitude de travailler à chaque fois sur ces cas de figure et en fonction de votre offre, de se dire effectivement, on répond à ce besoin-là, mais quelle autre problématique et quelle autre douleur on va pouvoir être capable de traiter dans le cadre de l'entreprise de manière un petit peu plus large. Voilà. 3 choses à savoir pour maintenant essayer de bien collaborer sur le contexte de l'entreprise avec vos clients. Premièrement, partagez les savoirs avec vos clients. Trop souvent, on considère que moins ils en savent, mieux c'est. En fait, c'est vraiment l'inverse aujourd'hui. Si le client il a envie d'avoir vraiment une très bonne expertise sur votre domaine d'action ou sur votre métier, il peut aller chercher assez loin. Donc, ce qui est important, lui, il a besoin, si vous voulez, d'améliorer ses connaissances et ses compétences sur votre domaine d'expertise. En quoi vous répondez bien aux douleurs de ce client? Quelles sont les fonctionnalités ou les conséquences que vous allez pouvoir régler avec votre logiciel? Et il doit absolument avoir une vision globale de vos capacités à délivrer un bon service et un bon produit. Et donc, on dit souvent que les clients plébiscitent la capacité du commercial à apporter des éléments qui leur permettent d'être plus efficaces. Par exemple, être capable de déceler un point qu'ils n'avaient pas forcément soulevé au départ et qui va être la conséquence de la mise en place de votre solution. Par exemple, une réorganisation, par exemple, du temps libre pour un certain nombre de personnes qui faisaient des tâches à valeur peu ajoutée, on va dire, à valeur normale, et peut-être reconsidérer peut-être les capacités de votre logiciel
en termes d'organisation vis-à-vis de votre client. Donc, le client, il a besoin de se projeter effectivement dans les conséquences de l'utilisation, l'usage de votre application. Deuxième chose que vous pouvez faire pour essayer d'élever un petit peu la compréhension globale de ce terrain de jeu, c'est de leur donner de l'influence. Partager les innovations de votre marché, y compris celles de vos concurrents, vous permettra de mieux vous positionner. En clair, vous pouvez très bien dire, oui, on est plusieurs à faire ce métier, on a des réponses qui sont différentes, qui se traitent différemment, qui sont vues différemment, et vous pouvez dégager une valeur unique, par exemple, de votre proposition, c'est-à-dire quelque chose d'un peu exceptionnel que vous êtes peut-être seul à faire. Et donc, vous permettre à votre client de vous positionner, vous, entreprise, au travers de votre écosystème, au travers de vos confrères, de manière plus intelligente et en essayant de comprendre quelle est votre différence. De toute façon, s'il veut connaître ce que font vos concurrents, il le fera. Il sera capable d'y arriver. Donc, autant l'anticiper. Donc, il faudra les aider à acquérir plus d'expérience et aussi à légitimer leurs fonctions. Si vous avez un chef de projet, si vous avez une personne qui est responsable du projet ou une équipe en charge du déploiement de votre application, eh bien, ils ont besoin d'acquérir de l'expérience et à légitimer leurs fonctions, c'est-à-dire vraiment à maîtriser le périmètre fonctionnel de l'application. Et puis enfin, ce que vous pouvez faire pour leur donner de l'influence, c'est tout simplement rencontrer des clients déjà équipés, des interlocuteurs aussi de votre entreprise, qui vont leur permettre de se projeter dans l'utilisation de votre application. Ça, c'est pour faire tomber, on va dire, les barrières, les risques perçus qui peuvent être dans la tête de nos clients, très souvent les risques concernant la non-performance en particulier. Donc, faites-leur rencontrer à la fois au travers de workshops des personnes de votre entreprise et pourquoi pas des clients déjà équipés. Et enfin, n'hésitez pas surtout à travailler la rentabilité avec eux, c'est quelque chose qu'on oublie assez peu. Si vous avez la capacité à délivrer un bénéfice business pour eux, aidez-les dans leur choix et le calcul, par exemple, d'un retour sur investissement de l'application à moyen terme ou à long terme, et essayez d'amener de la sécurité dans leurs décisions, c'est-à-dire d'éviter les non-dits ou les risques perçus pour vos clients, c'est-à-dire être assez transparent finalement sur vos process, sur vos délais, sur votre capacité à délivrer tel ou tel service et éventuellement sur, par exemple, les capacités, bien sûr, à régler leurs problèmes. Donc, plus on est transparent, plus on amène de la confiance. Voilà. Donc, on les aide aussi à prendre une décision. Voilà, donc ça, c'est vraiment 3 points qui vont vous permettre aussi, dans le cadre du travail sur le contexte et sur un projet un petit peu plus élargi, de mieux comprendre votre prospect ou votre client. Je vais résumer en fait ce que l'on vient de se dire sur ces 2-3 derniers slides sur cette phase qui est la phase de découverte. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail, mais cette étape d'entretien ou ces étapes d'entretien avec votre client, c'est ce qui crée la relation professionnelle et ce qui va permettre d'améliorer la compréhension de leur contexte et surtout la compréhension que vous avez des enjeux de votre client. Et ces enjeux, il faudra les valider, les reformuler si c'est nécessaire avec le client. C'est aussi pour vous le moyen de sans doute mieux positionner la valeur de votre offre, mieux positionner les bénéfices qu'amène votre offre pour régler ces problèmes. Donc là, je ne parle pas en termes de fonctionnalité, encore une fois, je parle, est-ce que votre application va permettre, par exemple, une meilleure vision dans l'entreprise, une meilleure visibilité, une meilleure prédiction de ce qui va se passer pour l'entreprise, ou tout simplement un outil de pilotage plus rapide, plus capable de donner une image instantanée sur le fonctionnement de votre client. Donc, cette capacité de pilotage, de visibilité, de vision de l'entreprise, je pense que beaucoup de nos clients l'attendent et ils ont besoin souvent de savoir où ils vont et ce qu'il se passe dans l'entreprise. Donc ça va vous amener sur un terrain différent de vos concurrents. Et la valeur de votre offre, elle se mesure surtout en capacité à régler un problème ou des problèmes de la cible client. Et là, je parle bien de la cible. Si vous avez plusieurs cibles, chaque cible a ses problèmes, ses douleurs. Il faudra travailler sur la valeur de votre offre pour pouvoir les comprendre. Et là, on ne va sûrement pas parler de fonctionnalités applicatives, on va parler tout simplement de votre capacité à répondre aux conséquences de la douleur. Alors, ce terrain de jeu, je vais le résumer au travers de ce graphique pour terminer. Ça fait 25 minutes, donc vous voyez, on est dans le timing. Ce graphique vous permet de vous positionner. Vous avez 2 axes de travail possibles.
Le premier axe, c'est votre capacité à révéler les douleurs au-delà de la douleur connue du client. Donc là, vous voyez que globalement, le client, s'il connaît son problème, il va vous en faire part assez rapidement et il va même vous donner une expression des besoins très rapidement. Vous, votre rôle, c'est d'essayer d'aller au-delà, de révéler éventuellement d'autres douleurs ou d'autres conséquences de ce qu'il vous demande. C'est-à-dire en quoi vous allez être capable d'aller au-delà de ce qu'il vous demande. Et vous, bien sûr, si vous vous positionnez uniquement sur la réponse à ces besoins, vous allez vous trouver dans le carré rouge, c'est-à-dire dans l'idée d'une solution connue déjà du client. Et si vous vous situez là, n'oubliez pas que vous ne serez pas seul à proposer une solution qui répondra à la douleur connue du client. Là, vous êtes dans le carré rouge en situation de concurrence directe. Vous êtes en train de répondre à un besoin du client. Évidemment, si on est dans un appel d'offres public, si on est dans une consultation qui est beaucoup plus cadrée, ça sera difficile d'aller révéler des douleurs et d'aller au-delà de l'idée de la solution. Néanmoins, moi, j'essaie de vous faire comprendre que la valeur ajoutée, c'est vraiment aller sur une idée de solution inconnue du client, voire innovante. Souvent, l'innovation est un moyen pour vous de vous différencier et d'essayer d'aller sur une idée de solution encore inconnue ou de votre capacité, au travers de votre solution, d'aller délivrer d'autres services, d'autres valeurs ajoutées pour l'entreprise. Ça passera forcément par une considération plus globale du projet de votre client. Alors ça, c'est vrai dans à peu près tous les domaines des éditeurs, que ce soit dans la gestion, dans les RH, dans l'industrie, dans les outils métiers. Très souvent, on s'arrête à un outil métier assez basique, mais réfléchissez à ce que peut amener votre solution ou vos actions, tout simplement, dans la vision ou dans les conséquences que peut avoir la mise en place des applications pour essayer de trouver des douleurs à révéler par cible client et à ce moment-là de vous positionner sur l'idée d'une solution innovante ou inconnue du client. Voilà. Je pense que chacun de nous a bien entendu des marges de progression. C'est pas toujours facile à faire. On a très souvent tendance à uniquement répondre aux besoins du client. Eh bien, si on arrive à aller au-delà, si on arrive à construire cette idée différenciante, si on arrive à trouver des douleurs qui sont peut-être un peu cachées ou non dites de l'entreprise, eh bien, on aura beaucoup plus de potentiel à délivrer une bonne expertise. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout commercial peut devenir un commercial à valeur ajoutée. Il n'y a pas de limite vers le haut pour s'améliorer dans sa prise en compte de la valeur ajoutée. Et bien sûr, pour cela, il faudra travailler sur des méthodes, des techniques qui vont être rassemblées au sein d'un processus commercial qu'on va essayer de rendre reproductible et rodé. C'est-à-dire que l'idée du commerce, c'est de se dire qu'on a bien sûr des clients très différents, pour un même commercial, mais que globalement, la technique, elle est toujours la même. Le processus, il doit être reproductible. Et l'idée qu'on peut avoir pour déplacer le terrain de jeu vers quelque chose à valeur ajoutée, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Ça ne se décrète pas face à face chez le client, ça ne se découvre pas très souvent immédiatement. C'est donc quelque chose qui doit se préparer et on est capable par la suite de le roder pour pouvoir, une fois qu'on a des clients à peu près similaires en termes de profil, de pouvoir dépasser le simple terrain de jeu de base. Voilà. Cette valeur ajoutée, elle doit être bien sûr adaptée aux solutions de chaque éditeur. C'est ce qu'on appelle la proposition unique de valeur, que l'on travaille très souvent avec vous. Et cette valeur ajoutée, elle doit être adaptée bien sûr à la typologie en fait de vos solutions et au métier de vos clients. Si vous êtes sur un métier plutôt vertical, eh bien, on va le travailler sur les aspects métiers de votre client. Si vous êtes sur des solutions plus horizontales qui vont toucher plusieurs métiers chez vos clients, dans ce cas-là, il faudra essayer d'identifier les métiers principaux et de faire émerger les problématiques de chaque métier pour traiter la valeur ajoutée. Voilà. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est tout à fait possible et on le fait assez régulièrement. Voilà un petit peu pour ce webinaire consacré à la valeur ajoutée. Si vous avez des questions, alors je vais essayer de vous expliquer que globalement, excusez-moi, je déplace juste mon petit carré qui me gêne. La valeur ajoutée, c'est une toute petite partie en fait de ce que l'on traite en termes de formation chez Road to Business, du processus vente complexe pour les éditeurs. Je rappelle juste que nous organisons des sessions partout en France, sur les grandes villes,
et que ces formations qui durent 2 jours en inter ou 2 jours en intra-entreprise, hein, donc les deux sont possibles, sont financées à 100% par le FAFIEC. Donc n'hésitez pas, ce sont des formations qui sont donc pour vous gratuites. Ce qui est aussi abordé pendant ces formations, c'est des choses relativement importantes qu'on ne peut pas faire l'économie de travailler. C'est d'abord comprendre la valeur de votre offre, puisque vous l'avez vu, si on ne comprend pas la valeur de l'offre, on ne sait pas se positionner autrement que par une réponse aux besoins. Deuxièmement, c'est travailler sur les principaux leviers de la vente complexe. Qu'est-ce qui va vous permettre de découvrir ce qui se passe chez votre client? Quelles sont les techniques à utiliser pour pouvoir faire une bonne découverte? Ensuite, on travaille souvent dans ces formations les autres aspects qui sont les 4 étapes de la vente principale, sachant que l'étape de découverte est souvent la plus importante et qu'elle va conditionner votre capacité à faire du bon closing. Bien closer, rapidement closer, c'est forcément bien comprendre tout le processus de vente et donc d'avoir bien découvert au préalable. Et ensuite, concevoir la vente complexe comme un processus reproductible, comme on vient de l'évoquer. Alors, tout ça nous met en position d'aborder un closing avec toutes les cartes en main, c'est-à-dire les objections à traiter, le positionnement de votre offre par rapport à vos concurrents, votre capacité à comprendre ce que ressent le client par rapport à votre offre et par rapport à une mise en concurrence, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est des éléments que nous traitons pendant les 2 jours, mais vous pouvez retrouver le programme de formation sur le site de Route to Business, R2B, et vous avez le programme détaillé de ces 2 jours de formation, et même vous pouvez faire la demande en ligne. Voilà, donc rapidement, Route to Business est vraiment un organisme spécialisé pour les éditeurs et qui finance à 100% donc les formations. Vous allez retrouver bien sûr les techniques de vente, mais également stratégie marketing, marketing opérationnel pour les éditeurs. Donc, je vous conseille vraiment de regarder si votre marketing est capable de générer de l'inbound et des leads de qualité. Sinon, regardez rapidement les programmes de stratégie marketing et marketing opérationnel. Et enfin, enjeux techniques pour les éditeurs dédiés plutôt aux CTO et aux personnes qui sont en charge de la roadmap technique. Voilà. Prochain webinaire, eh bien, ça sera le jeudi 14 novembre à 12 h avec Didier Fraisse sur comment devenir un éditeur de logiciels pour des sociétés de services ou de conseil. Voilà, j'en ai à peu près fini sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, j'avais prévu de faire un petit quart d'heure des questions sur la valeur ajoutée du commercial. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? N'hésitez pas à les indiquer, je vais essayer d'y répondre. Voilà. Oui. Pas de questions? Bon, je pense qu'il va y en avoir. Excusez-moi. Alors. Voilà. Est-ce que j'ai des questions? Pas spécialement sur tout a été clair pour vous? Bien. Alors, la valeur ajoutée, encore une fois, là où on pose la question, c'est vraiment quelque chose que l'on ne peut pas travailler de manière hasardeuse en arrivant chez le client. Ce n'est pas possible. Hein. Il faut absolument que ce soit quelque chose qui soit préparé avec vous au cas par cas pour chacune de vos cibles et avoir une réponse circonstanciée pour chacune de vos cibles. Voilà. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut voir pendant chaque… Alors là, j'ai un petit souci de… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais écoutez, n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous avez la possibilité de télécharger, oui, de télécharger évidemment le webinaire directement et vous recevrez également un lien pour pouvoir charger la vidéo du webinaire si c'est nécessaire. Donc le PDF est à votre disposition si vous le souhaitez. Voilà, merci en tous les cas à tous. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire ou à la liste des webinaires qui sont sur la partie vente complexe en ligne sur le site de Route to Business. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous et bon début de semaine. Au revoir.
Voilà. Si vous avez des questions, je suis encore actif sur la réponse à certaines questions un peu techniques, mais n'hésitez pas. Voilà, à poser des questions. Merci.